L'intention de la France d'attaquer les pays de la Confédération AES est désormais aussi claire que l'eau de roche, et c'est ce que nous allons démontrer ici. Bonsoir et bienvenue dans la chronique de Hiero. La sortie médiatique du patron des renseignements français DGSE est le parachèvement d'un plan savamment ourdi et qui en est à sa phase finale d'exécution. Pendant près d'une année, des milliers de militaires français sont en train d'être rassemblés au Bénin dans le parc W, ainsi que des centaines de soldats et matériel de guerre américains dans l'aéroport de Tourou, toujours au Bénin. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou, vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire. Quand il dit que les troupes américaines sont installées dans l'aéroport de Tourou, ça c'est 100% vrai. Je dis que c'est vrai parce que l'Amérique elle-même l'a annoncé. C'était dans le journal Wall Street. Je l'avais lu. Et pour ceux qui ne me croient pas là, c'est écrit là. L'Amérique elle-même a dit. Ils disent qu'il y avait 800 hommes sur leur base, qu'ils ont divisé en deux. Il y a eu 400 qui sont allés au Tchad et 400 qui sont allés au Bénin. Pour vous donner une petite idée de la flotte aérienne qui pourrait se trouver à l'aéroport de Tourou, voyez l'armada qu'avaient les armées occidentales lorsqu'elles étaient présentes au Niger. Plus de 100 avions de chasse et drones étaient positionnés à la base aérienne 101 de Niamey. L'aéroport de Tourou au Bénin est situé à environ 340 km de la frontière nigérienne de Gaïa et à quelques 600 km de Niamey. Une distance assez courte pour des avions de guerre et autres drones qui n'auront même pas besoin de se ravitailler en vol. Le moment venu, ces militaires occidentaux, avec le soutien aérien nécessaire, pourraient s'occuper du Niger et du Burkina Faso pendant que des forces stationnées en Côte d'Ivoire se chargeraient du Mali. C'est dans cette perspective que depuis des mois, les médias français de propagande ont opéré une véritable levée de bouclier pour faire croire que les pays du Sahel sont sur le point de s'effondrer et finir sous contrôle des groupes terroristes. Le point culminant de cette campagne a été la pénurie de carburant au Mali pour non seulement provoquer la colère de la population, mais aussi convaincre le monde entier que Bamako est encerclé par les terroristes et que personne ne peut sortir ni entrer dans la capitale malienne. Alors, vous nous dites que Bamako est désormais quasiment encerclé. Bamako en état de siège, les djihadistes contrôlent désormais la plupart des grandes bases militaires. La situation est qualifiée d'urgence absolue. Des centaines de personnes prennent la route de la Côte d'Ivoire. Il y a clairement une ambiance de fin de règne. Cette propagande est appuyée par des prises de position officielles des puissances occidentales qui ont commencé à demander à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Mali sans pour autant, et pour une fois, mettre en place des ponts aériens pour les rapatrier. C'est quand même curieux, non? La dernière étape a consisté à un appel du pied de l'Union africaine à travers le président de sa commission, Mahmoud Ali Youssouf, qui dans un communiqué en date du 9 novembre 2025, je cite, appelle à une action internationale urgente face à l'escalade de la crise au Mali. Fin de citation. Mais alors, pourquoi l'Union africaine se soucie tant de la situation au Sahel alors que depuis 3 ans, le Soudan est ravagé par une guerre qui a fait et continue de faire des dizaines de milliers de victimes de la population civile? C'est actuellement la plus grande guerre en Afrique, puisque en termes de nombre de victimes, on est à 13 millions de déplacés et à probablement 4 millions de réfugiés. Curieusement, c'est pour le Mali que l'Union africaine demande non pas une intervention internationale tout court, mais une intervention urgente. C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué. Et dès le lendemain de ce communiqué, le 10 novembre, suivez bien le timing, c'est le numéro 1 des espions français qui monte au créneau pour alerter l'opinion française et internationale sur le risque de ne pas intervenir au Sahel. Je vous invite à suivre attentivement les éléments de langage de l'interview du patron de la DGSE française, si même il faut l'appeler interview, puisqu'en réalité c'est une espèce de featuring du genre où plusieurs chanteurs chantent des paroles différentes dans une même chanson écrite à l'avance. C'est exactement le spectacle que les journalistes de France Inter et le chef des espions français nous ont offert cette semaine. D'abord, pourquoi le directeur des services secrets pour porter la parole de l'Élysée? La réponse est toute simple,
avec seulement 11% des Françaises et Françaises qui croient encore en lui, la parole d'Emmanuel Macron n'a pas assez de crédibilité pour convaincre son opinion publique d'entrer en guerre. La voix de son gouvernement étant encore plus inaudible, il fallait donc du nouveau sang. Voyons maintenant le contenu. L'invité du jour fait semblant de généraliser une prétendue aggravation du terrorisme sur le continent africain. L'Afrique est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme et menace directement nos intérêts, les intérêts français dans la région. Ces musiciens ramènent la mélodie sur le Sahel. Sur la carte du djihadisme mondial, il y a un endroit qui clignote en ce moment, c'est le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est une situation hors de contrôle ? Lui permettant ainsi de citer les 3 pays de la Confédération AES qui sont devenus le cauchemar de la France. Et une dégradation, en effet, plus rapide au Mali depuis cet été, et cette volonté du JNIM d'encercler Bamako avec un objectif politique, qui est de faire tomber Bamako. Évidemment, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une forme de permissivité dans les circulations entre Burkina Faso, Niger et Mali. Les journalistes rappellent insidieusement l'intervention française de 2013 au Mali pour sauver Bamako, comme pour dire que si la même chose n'est pas reproduite, les terroristes pourraient prendre la capitale malienne. Mais ils prennent le soin de ne pas rappeler qu'à l'époque, c'était les autorités politiques du Mali qui avaient sollicité une intervention aérienne, devenue par la suite une boîte de Pandore. La possibilité que le Mali devienne un État en partie contrôlé par des terroristes, comme c'était le cas en 2013 avec ce risque qui avait d'ailleurs conduit François Hollande à l'époque à intervenir. Le numéro 1 des espions tente d'effrayer ses compatriotes en leur disant que si jamais leur pays n'intervenait pas au Sahel, les attaques terroristes pourraient bien les trouver en France. Laisser s'installer des groupes terroristes, laisser se constituer les sanctuaires, a toujours donné dans l'histoire récente de nos pays ensuite des projets d'attentats projetés. Donc nous devons forcément être très attentifs. Démenti formel et catégorique du communicant en chef des terroristes, Wassim Nasr de France 24, pour ne pas le nommer. Tout le monde sait, parce qu'on est un public averti, il n'y a jamais eu de projet d'attentat ou d'attentat préparé depuis le Sahel sur le sol français ou européen. Mais dans les faits, la vérité est ici. On se focalise, nous, sur le Sahel, parce que c'est là que nous avons nos intérêts, y compris historiques. Nos intérêts, y compris historiques, veut dire les intérêts engrangés de la colonisation et du néocolonialisme qui s'en est suivi. À ce propos, rappelez-vous de ce que disait le général Lecointre. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Souvenez-vous aussi qu'en avril dernier déjà, le Burkina Faso avait échappé de justesse à un vaste complot de déstabilisation. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Pour cette fois, le plan est bien ficelé. Dans un premier temps, amasser des troupes et du matériel de guerre dans des pays voisins hostiles à la Confédération AES. Créer dans un deuxième temps des situations sécuritaires avec des opérations d'éclat médiatisées à outrance. Conditionner ensuite l'opinion publique à croire en la nécessité d'une intervention internationale comme en Libye. Et enfin, convaincre les Nations Unies d'accepter même à demi-mot une intervention militaire au Sahel, ou à défaut, l'ONU se retrouve, comme d'habitude, devant le fait accompli. Les Occidentaux font des fausses informations pour justifier des interventions militaires et que donc ils viennent tromper le public. Maintenant, le terrorisme, c'est vraiment une arme privilégiée parce que c'est un moyen pas cher pour déstabiliser des gouvernements et contrôler des régions et des ressources. Le gouvernement français et ses alliés ne sont pas la solution face au problème du terrorisme, ils sont la cause du problème. C'est donc ce plan machiavélique que les présidents de la Confédération AES ont déjoué dans la plus grande sérénité en conjuguant leurs efforts pour conjurer la crise de carburant au Mali.
Mieux, avec la tournée du président nigérien Abdourahmane Tiani qui a parcouru le Niger d'est en ouest, du sud au nord pendant plusieurs jours, avec des bains de foule de jour comme de nuit et des meetings dans des places publiques des régions, personne ne pourra convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU que le Niger est envahi par les terroristes et qu'il faudrait aller le libérer. Dans le même temps, le président malien Assimi Goïta sort pour aller lancer les travaux de construction de 15 hôpitaux au profit de la population malienne. Dès lors, personne ne pourra aller aux Nations Unies pour dire que Bamako est sur le point d'imploser face aux groupes terroristes. Vous comprendrez bien pourquoi aujourd'hui la presse française, je ne parle pas des médias français destinés à l'Afrique, commence à dire que Bamako ne va plus tomber et que, je cite, l'étau se desserre autour du Mali. La vérité est que le plan a tout simplement échoué. Mais attention. La vigilance doit être une permanence. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.